Bienvenue dans ce cours d'algèbre linéaire. Nous allons commencer par la première partie de ce cours dédiée à des rappels sur les vecteurs et les espaces euclidiens. Alors commençons par rappeler la notation d'un vecteur. Un vecteur avec n composantes réelles s'écrit x appartient à Rn, où on note x avec les composantes x1, x2, etc. jusqu'à xn. On peut aussi écrire ce vecteur sous forme de colonne en mettant les valeurs x1 et xn verticalement. Par exemple, en dimension 3, soit M un point dans un repère cartésien représenté par l'origine O et les vecteurs I, J et K de la base canonique. Donc le point M se caractérise par des coordonnées X, Y, Z. Donc on peut écrire le vecteur OM avec une flèche ici, sous forme d'un vecteur colonne X, Y, Z. Et ce que signifie cette notation, c'est que ce vecteur OM il est obtenu en faisant la combinaison linéaire suivante, X fois le vecteur I, puis j'ajoute y fois le vecteur j, plus z fois le vecteur k. Donc les coordonnées x, y, z ici sont les coordonnées dans ce repère cartésien particulier. On verra plus loin comment faire pour changer de coordonnées dans un autre repère. Alors la notation avec la flèche est en fait superflue. On peut tout aussi bien écrire le vecteur OM comme on l'a fait précédemment, ou tout simplement écrire M. Un point avec les coordonnées ici, xm, ym en dimension 2. Alors en utilisant ces notations, on obtient la relation de Schall que vous avez vue précédemment. Alors le vecteur de déplacement d'un point A vers un point B, soit le vecteur AB, ou tout simplement le vecteur indiqué ici envers ce schéma, peut être obtenu en faisant la différence entre la position du vecteur OB moins le vecteur OA. En allant de A vers O, on obtient moins le vecteur OA, puis on va de O vers B en faisant le vecteur OB. Donc ça, on peut l'écrire tout simplement B moins A, et B moins A, c'est un vecteur de coordonnées xb moins xa, et yb moins ya pour la deuxième coordonnée. Alors comme on l'a dit précédemment, les coordonnées dépendent du repère. Donc quand on nommait le repère, par défaut, il s'agit du repère cartésien. Donc l'écriture précédente, xm, ym, correspond nécessairement à l'écriture finale xm fois i plus ym fois j. Si on change de repère, il est donc conseillé de l'indiquer. Alors prenons l'exemple du repère polaire que vous connaissez bien. Le repère polaire, il est composé d'une base notée P ici, avec le vecteur radial UR et le vecteur angulaire Uθ. Le vecteur radial UR a pour coordonnées cos θ et sinus θ, où θ indique l'angle formé par ce repère avec le repère cartésien porté par les axes x, y. Le vecteur Iθ, c'est le vecteur qui est perpendiculaire et qui forme un angle trigonométrique de 90 degrés avec UR. Donc ces coordonnées sont moins sinus θ et cosinus θ. On les obtient en prenant les coordonnées précédentes en ajoutant pi sur 2, ou bien tout simplement en dérivant le vecteur précédent par rapport à θ. Donc un point M, il a soit les coordonnées x, y dans le repère cartésien, donc ça signifie que c'est x fois le vecteur u de x plus y fois le vecteur uy, en utilisant les notations qui sont sur le schéma, ou bien on prend les coordonnées r et 0 dans le repère polaire. Donc ce qui signifie ici que c'est r fois le vecteur ur plus 0 fois le vecteur uθ. Donc attention de bien spécifier les bases utilisées, ici cartésienne C ou polaire P lorsque vous indiquez les coordonnées d'un vecteur, pour éviter les ambiguïtés. Alors remarquez ici qu'on a exprimé les coordonnées de la base P en fonction des vecteurs de la base C, il s'agit des deux premières équations, mais on peut se poser la question d'exprimer la base C en fonction des vecteurs de la base polaire. Donc il s'agit d'un problème de changement de base que l'on étudiera plus tard. Alors prenons un exemple pour illustrer ce changement de coordonnées. Voici un exemple où on a une horloge avec le point M qui correspond à l'extrémité des aiguilles des secondes. Donc le centre de cette horloge est noté C, le rayon de cette horloge est R, donc les coordonnées du point M dans la base polaire, au cours du temps, sont toujours Cm est égal à grand R, le rayon constant, fois U de R.
mais U de R va changer au cours du temps dans le repère cartésien. Donc dans le repère cartésien, Cm va s'écrire x de t fois U de x plus y de t fois U de y. Et x de t et y de t sont des coordonnées paramétrées par le temps, t, qui s'écrivent ainsi. Il s'agit d'un point qui se déplace sur l'extrémité d'un cercle. Donc on a x de t qui est égal à r fois sinus de 2πt sur grand T, et y de t qui est égal à r fois cosinus de 2πt sur grand T. Alors grand T, à quoi ça correspond? Comme c'est l'aiguille des secondes, c'est la période, donc c'est 60 secondes, pour faire un tour complet. Pourquoi sinus et cosinus sont à cette position? Parce que comme c'est l'aiguille des secondes, si on considère qu'à t égale 0, l'aiguille est verticale, x de t correspond au signal sinus, et y au signal cosinus. On a fait une rotation par rapport aux conventions usuelles. Alors notons que la trajectoire de M est un cercle de rayon R centré en C, donc on vérifie bien la propriété x au carré plus y au carré est égal à grand R au carré. Alors que se passe-t-il maintenant si on s'intéresse à un point qui bouge sur l'aiguille des secondes? Par exemple, imaginons une fourmi qui se déplace de C vers M avec une vitesse qu'on va considérer pour simplifier constante. Alors dans ce cas, dans la base polaire toujours, le vecteur CF, c'est un vecteur qui dépend du temps, et il va s'écrire de la manière suivante, c'est R de t fois U de R. Et R de t, comme il se déplace à vitesse constante, et qu'à t égale 0, elle est initialement en C, la fourmi, R de t c'est V, la vitesse constante, fois le temps. Donc les nouvelles coordonnées qu'on obtient pour ce point F sont notées à nouveau x de t, y de t, et leur équation est la suivante. Et cette fois, la trajectoire que l'on obtient est une spirale. Alors maintenant, on va s'intéresser à la vitesse de la fourmi lorsqu'elle parcourt ce trajet en spirale. Alors pour calculer ou exprimer cette vitesse, on a deux possibilités. Soit on le fait dans la base polaire, soit dans la base cartésienne. Alors commençons par la base polaire. La vitesse, notée grand V, est la dérivée du vecteur position CF par rapport au temps. Or CF s'écrit comme V fois T fois UR. V est constant, T c'est le temps, et UR dépend aussi du temps. Donc en dérivant ce produit, on obtient V fois U de R plus V fois T fois la dérivée de UR par rapport au temps. La dérivée de UR par rapport au temps, c'est la dérivée de UR par rapport à θ, c'est Uθ, fois la dérivée de θ par rapport au temps, et ça c'est la vitesse de rotation instantanée, qu'on connaît et qui est constante pour l'aiguille des secondes. Ça correspond à 1 tour par minute. Alors si on l'exprime dans la base cartésienne cette fois, on va obtenir un résultat tout aussi correct, mais exprimé dans une autre base. Alors V, on peut l'écrire directement comme la dérivée par rapport au temps du vecteur position à la base cartésienne, c'est-à-dire x de t fois u de x plus y de t fois u de y. Comme u de x et y sont des vecteurs constants, on se retrouve à l'expression suivante, c'est x' fois u de x plus y' fois u de y, et x' et y' sont les dérivés de x de t et y de t, dont les expressions sont données juste ci-dessous. Donc en dérivant ces expressions, on obtient une nouvelle expression du vecteur vitesse, mais dans la base cartésienne. Alors maintenant, on va s'intéresser à la notion de produit scalaire. Alors rappelons pour commencer la définition. Soit x et y deux vecteurs de Rn, donc ils ont chacun n coordonnées réelles, qui sont notées x1, x2, x3, etc., et y1, y2, y3, etc. Donc on va noter ici x et y avec et sans flèche. Donc le produit scalaire se note soit x.y, ou alors, comme je le ferai souvent, avec des crochets, crochet x, virgule, y, et on ferme les crochets. Donc le produit scalaire, c'est la somme du produit des coordonnées. Donc ça donne x1 fois y1 plus x2 fois y2 plus, etc., jusqu'à xn fois yn. Cette somme de produits, on peut la noter directement avec le symbole sigma, ça donne sigma de i allant de 1 à n de xi fois yi. Alors l'interprétation du produit scalaire, on le reverra, c'est que ça mesure la similarité entre deux vecteurs.
Ça donne une notion de proximité ou de distance entre vecteurs qu'on va préciser après. Remarquons aussi que c'est une expression qu'on rencontre en statistique lorsqu'on calcule la covariance entre des variables aléatoires. On va voir aussi quelques propriétés qu'on va démontrer. La première d'entre elles, la plus connue, c'est que si deux vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire est nul. D'autres propriétés sont celles de Pythagore et l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors prenons d'abord un exemple. Soit U un vecteur de coordonnées 1, 2, V un vecteur de coordonnées moins 4 sur 2 et 1 demi. Le 1 demi ici a été mis en facteur. Donc le produit scalaire entre U et V s'écrit comme, si je mets le 1 demi en facteur, 1 demi fois 1 fois moins 4 plus 2 fois 1, ce qui nous donne moins 1. Que cela signifie-t-il? Si le produit scalaire ici est négatif, ça veut dire que globalement, les vecteurs prennent des directions opposées. Un autre exemple, ici en dimension 3, x est de coordonnées moins 3, 2, moins 7, y est de coordonnées 1, 5, 1. Si je calcule le produit scalaire en utilisant une autre notation, avec les crochets, cela donne moins 3 fois 1, plus 2 fois 5, moins 7 fois 1, ce qui fait 0, et comme on l'a dit déjà, cela signifie que les vecteurs sont orthogonaux. Allons plus loin avec une petite illustration. Alors, dans cet exemple, OM, c'est un vecteur de coordonnées x et y dans le repère cartésien, et on va imaginer que le point M se balade sur un cercle ou un disque de rayon 1. N ici est un vecteur constant, fixe, de coordonnées AB. Alors commençons par calculer le produit scalaire. OM fois N, ça donne AX plus BY. Le produit scalaire est nul, comme on l'a dit, si les vecteurs sont orthogonaux, ce que l'on va vérifier aisément. Si le produit scalaire est nul, on obtient l'équation AX plus BY égale à 0. C'est l'équation d'une droite, et cette droite, elle passe par l'origine, et elle est dessinée en rouge, et elle est notée grand D. Donc tous les points qui appartiennent à cette droite sont orthogonaux au vecteur n. N est le vecteur normal de cette droite. Si le point est au-dessus de cette droite, donc il va dans le même sens que le vecteur n, le produit scalaire est positif. C'est toute la zone en bleu sur ce dessin. Si au contraire le point M est en dessous de la droite, les vecteurs OM et N sont dans les sens opposés globalement, et donc on a un produit scalaire négatif, ce qui est indiqué en orange sur le dessin. En partant de l'origine, pour arriver au point M, on peut se déplacer suivant la droite D, puis suivant la direction N. Le produit scalaire, avec la composante sur D, est nul. Donc, le produit scalaire de OM avec N ne dépend que de la composante de M suivant N. Et l'intensité du produit scalaire est d'autant plus grande que M est éloigné donc de la droite D, ce qui est indiqué par l'intensité de la couleur sur ce schéma. Alors, que se passe-t-il en plus grande dimension? Eh bien, ce dessin est toujours valable. Si les vecteurs notés ici U et V vivent en dimension plus grande que 2, par exemple 3, 4 ou 5, on peut toujours faire passer le plan du tableau par ces deux vecteurs U et V et l'origine O. Seulement, la droite qu'on avait tracée D auparavant n'est plus une droite. En fait, l'ensemble des points qui seront perpendiculaires au vecteur U forment un plan, on parle même d'hyperplan, et ce que l'on dessine ici en violet, c'est la trace de l'intersection entre ce plan U et le plan du tableau. Cependant, toutes les autres propriétés qu'on a énoncées sont vraies, c'est-à-dire l'ensemble des points qui appartiennent à ce plan sont orthogonaux au vecteur U, et si le vecteur V va globalement dans la même direction que U, alors le produit scalaire est positif, sinon il est négatif. Alors voici de nouveaux exemples. Alors considérons pour commencer l'ensemble des points ayant un produit scalaire nul avec un vecteur n. Dans cet exemple, on est en dimension 2, n a deux coordonnées, 1 et 2. M, on note ses coordonnées x et y dans le repère cartésien. L'ensemble des points M ayant un produit scalaire nul avec n,
donne l'équation suivante. X plus 2 fois y est égal à 0. C'est l'équation d'une droite qui passe par l'origine. En effet, si je remplace x et y par 0, l'équation est vérifiée, donc le point O appartient bien à cette droite. Cette droite est perpendiculaire au vecteur n de coordonnées 1, 2. Alors reprenons cet exemple maintenant, mais lorsqu'on considère un produit scalaire qui est constant. Donc si le produit scalaire de OM et n est constant et vaut c, ça nous donne une nouvelle équation qui est c est égal à x plus 2y. C'est à nouveau l'équation d'une droite, mais cette fois elle ne passe pas par l'origine. Si je remplace x et y par 0, j'obtiens c égale à 0, qui n'est pas vrai lorsque c est différent de 0. On voit donc que le produit scalaire est une manière de caractériser les droites en dimension 2 ou les plans en dimension 3, et de manière plus générale les hyperplans en dimension n. Notons enfin que cette constante c représente à un facteur près la distance entre la droite et l'origine du repère. Plus précisément, on le verra plus tard, la distance entre l'origine et la droite est égale au rapport entre c sur la norme du vecteur n, dont on va préciser l'expression plus tard. Alors on va s'intéresser maintenant à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors rappelons d'abord cette inégalité. Le produit scalaire entre deux vecteurs x et y mis au carré est plus petit ou égal au produit des produits scalaires de x et y. Alors j'ai noté ici x au carré et y au carré. Ça signifie qu'on calcule le produit de x avec x et on multiplie par le produit de y avec y. Alors démontrons ce résultat. Calculons d'abord, développons l'expression du produit scalaire de x et y en dimension 2. Alors je note x, un vecteur de coordonnées x1, x2, y, un vecteur de coordonnées y1, y2. Le produit scalaire de x et y, ça donne x1 fois y1 plus x2 fois y2. On met ce terme au carré, et en développant, on obtient x1 fois y1 au carré plus x2 fois y2 au carré, plus 2 fois x1 y1 fois x2 y2. Alors calculons maintenant le second terme de l'inégalité, le produit scalaire de x fois le produit scalaire de y avec y. Alors le produit scalaire de x avec lui-même, ça fait x1 fois x1, donc x1 carré, plus x2 au carré, et on multiplie ça par le produit scalaire de y avec y, ça donne y1 au carré plus y2 au carré. En développant cette formule, ça nous donne des termes qui sont les suivants, x1 fois y1 au carré, plus x2 fois y2 au carré, plus les termes croisés, x1 fois y2 au carré, plus x2 fois y1 au carré. Si je fais la différence des deux expressions, je dois démontrer que c'est positif. Et en fait, on peut factoriser, et on obtient que la différence entre les deux termes est x1 moins x2 moins y2 moins x2 fois y1, le tout au carré, qui est nécessairement positif ou nul. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder dans quel cadre les deux expressions sont égales. Donc les deux sont égales si la différence est nulle, c'est-à-dire si le terme qu'on a calculé à la fin de la démonstration est nul. Et ce terme-là, qui est rappelé ici, x1 fois y2 moins x2 fois y1 est égal à 0, ça signifie en fait, en factorisant, que c'est le rapport x2 sur x1 est égal au rapport y2 sur y1. C'est-à-dire que les deux vecteurs ont des rapports de coordonnées en dimension 2 qui sont égaux, c'est-à-dire que les vecteurs sont collinaires. Cette expression, c'est également l'expression du produit vectoriel, qu'on va maintenant rappeler. Alors commençons par rappeler la formule du produit vectoriel dans un cas simple, où les deux vecteurs vivent dans un même plan. Soit x et y deux vecteurs de coordonnées x1, x2 et respectivement y1, y2. La troisième coordonnée est mise à 0. Le produit vectoriel de x et y, noté avec ce symbole en accent circonflexe, c'est un vecteur qui est perpendiculaire aux deux premiers vecteurs, donc ces deux premières coordonnées sont nulles, et sa troisième coordonnée est égale à x1 fois y2 moins x2 fois y1. Alors ce produit vectoriel qui est défini seulement en dimension 3, il a plusieurs bonnes propriétés. La première, c'est que
le produit vectoriel, donc, il est orthogonal au vecteur x et y. Ce produit vectoriel, il est nul si les vecteurs sont collinéaires, comme on l'a démontré auparavant. Ce produit vectoriel, il définit aussi une quantité, la troisième dimension ici, qui correspond à l'aire du parallélogramme engendré par les deux premiers vecteurs, et qui correspond aussi au déterminant d'un système de deux équations à deux inconnus. Alors dans le cas général, son expression est un peu plus complexe, la voici, et il peut être intéressant de la retenir. Mais à nouveau, je rappelle qu'elle n'est utilisable que en dimension 2 ou 3. Alors voici deux exemples en dimension 2 et 3. Soit pour commencer U et V de vecteurs dans le plan, de coordonnées 1 et 2 pour U, et de coordonnées moins 4 sur 2 et 1 demi pour V. À nouveau, on a mis 1 demi en facteur pour l'expression du vecteur V. Lorsqu'on calcule le produit vectoriel, on peut mettre le facteur 1 demi aussi en facteur, et on a à calculer pour la troisième dimension le produit 1 fois 1 moins 2 fois moins 4. Ça donne un vecteur avec deux premières coordonnées nulles et une troisième dimension où la coordonnée est 9 demi. Donc attention à nouveau, comme on est dans la dimension 2, on a rajouté une troisième dimension puisque le vecteur engendré est perpendiculaire au plan défini par U et V. Si on a deux vecteurs x et y définis directement en dimension 3, avec les coordonnées suivantes, le produit vectoriel de x et y, noté ici z, s'exprime avec les coordonnées suivantes. Donc je vous laisse faire le calcul pour vérifier. Vérifiez également que le vecteur z obtenu est perpendiculaire à x et y. On peut le faire en calculant le produit scalaire de z avec x et de z avec y. Regardons maintenant une application en 2D du produit vectoriel. Comme on l'a dit auparavant, le déterminant d'un système d'équations linéaires à deux inconnus, à deux équations, est déterminé par l'amplitude du produit vectoriel entre les vecteurs a et b qui correspondent aux vecteurs des coefficients de chaque équation. Donc soit le vecteur a de coordonnées a1 et a2 dans cet exemple, et b le vecteur de coordonnées b1 et b2. Le système d'équations que l'on voit ici peut s'écrire sous la forme de deux produits scalaires. Le vecteur inconnu x fois a est égal à c1, et le produit scalaire entre x et b est égal à c2. X est le vecteur inconnu de coordonnées x1 et x2. C1 et C2 sont les constantes qui caractérisent, comme on l'a vu tout à l'heure, la distance entre les droites définies par ces équations et l'origine du repère. Et A et B représentent donc les vecteurs normaux à ces deux droites. Ce qu'on appelle le déterminant de ce système d'équations, c'est le produit vectoriel entre A et B, ce qui donne la quantité A1 fois B2 moins B1 fois A2. Ce déterminant correspond, lorsqu'on prend sa valeur absolue, à l'aire du parallélogramme engendré par les vecteurs A et B, comme on le voit sur ce dessin. En effet, la valeur absolue du produit vectoriel A et B, en considérant seulement la coordonnée non nulle du vecteur engendré, peut s'écrire comme le produit de la longueur du vecteur A fois la longueur du vecteur B fois le sinus de l'angle entre les vecteurs A et B, où on prend la valeur absolue du sinus. Lorsqu'on est en 3 dimensions, le déterminant d'un système, donc de 3 équations caractérisées par 3 inconnus, se définit en faisant ce qu'on appelle un calcul de produit mixte. Donc on note ici A, B et respectivement C, les vecteurs de coefficients qui correspondent à chacune des 3 équations, où A, B et C caractérisent les vecteurs normaux au plan défini pour chaque équation en dimension 3. Ce qu'on appelle le produit mixte, c'est le produit vectoriel de A et B, dont on fait le produit scalaire avec le troisième vecteur C.
Donc c'est noté ici, A fois B, produit scalaire avec C. On rappelle que le déterminant permet de déterminer si le système d'équations a une solution unique ou pas. Si par exemple le produit mixte est nul, cela signifie que le vecteur A fois B, qui est perpendiculaire à A et B, est perpendiculaire au vecteur C, et donc que les vecteurs A, B et C sont coplanaires. Autrement dit, les plans qui caractérisent notre système d'équations sont soit confondus, soit parallèles. Il y a donc soit une infinité de solutions à ce système d'équations, soit il n'y en a aucune. Donc lorsque le déterminant est au contraire non nul, cela garantit qu'il y a une solution unique à notre système d'équations. Car les trois plans s'intersectent en un unique point. Si on s'intéresse maintenant à la valeur absolue du déterminant, donc du produit mixte, on obtient le volume du parallélogramme ou parallélépipède en 3D généré par ces trois vecteurs. La formule du produit mixte est ici rappelée, mais il n'est pas nécessaire de la retenir par cœur. Par contre, il est intéressant de savoir la calculer. On va maintenant regarder la norme euclidienne. Donc la norme d'un vecteur correspond à sa longueur. Alors par définition, si x est un vecteur de Rn, la norme de x est notée avec des doubles barres, et elle correspond à la racine carrée du produit scalaire de x avec x. Autrement dit, c'est la racine carrée de la somme de i allant de 1 à n des composantes xi au carré. Alors une notation qu'on a utilisée auparavant, c'est que la norme d'un vecteur au carré, pour enlever cette racine carrée, c'est le vecteur x au carré. Alors voici une illustration en 2D et 3D. Le vecteur dans le plan OM', lorsqu'on considère sa longueur au carré, c'est la somme des coordonnées x au carré plus y au carré. Lorsqu'on passe en 3D, on peut réutiliser à nouveau le théorème de Pythagore pour caractériser la distance OM en utilisant les trois coordonnées. La distance OM au carré, c'est la distance OM' au carré, donc x carré plus y carré, plus la distance MM' au carré, soit z carré. Donc ça donne une interprétation de la norme au carré, c'est simplement la distance au carré entre deux points. Alors si on revient à l'inégalité de Cauchy-Schwarz qu'on avait écrite auparavant de cette manière, avec les normes, elle peut s'écrire plus simplement, comme ceci. La valeur absolue du produit scalaire entre x et y est plus petite ou égale que le produit des longueurs x et y. Alors voici quelques exemples. Soit u le vecteur en dimension 2 de coordonnées 1, 2, la norme du vecteur est donc racine de 5. Si on veut normaliser ce vecteur, c'est-à-dire le rendre de longueur 1, il suffit de diviser ce vecteur par sa longueur pour obtenir un nouveau vecteur qui est ici noté v. Donc ce nouveau vecteur v est égal à 1 sur racine de 5 fois le vecteur de coordonnées 1 et 2. Si vous recalculez la norme de ce vecteur v, vous obtenez 1. Si on s'intéresse à l'ensemble des vecteurs qui ont une norme fixée à, par exemple, r. Si ce vecteur a pour coordonnées x et y, et qu'on fixe la norme à être égale à r, on obtient une équation du type x carré plus y carré est égal à r au carré, ce qui est l'équation d'un cercle de rayon r et de centre O, l'origine du repère. Alors revenons sur une autre propriété du produit scalaire, qui est que deux vecteurs orthogonaux ont un produit scalaire nul et réciproquement. Donc la démonstration est très simple, et voici une illustration en dimension 2. On s'intéresse aux vecteurs u et v, et leur différence, v moins u.
Si U et V sont orthogonaux, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Et dans ce cas, la norme au carré de V moins U est égale à la norme de U au carré plus la norme de V au carré. Si on développe le premier terme, la norme de V moins U au carré s'écrit comme le produit scalaire de V moins U avec V moins U. Si on développe ce produit scalaire, cela donne V produit scalaire avec V plus U produit scalaire avec U plus moins U produit scalaire avec V plus V produit scalaire avec moins U, ce qui donne le terme moins 2 produit scalaire de U avec V. Si on simplifie cette nouvelle équation, les termes produit scalaire de U avec U et norme de U au carré se simplifient. Pareil pour le produit scalaire de V avec V et la norme de V au carré. Et il nous reste que le produit scalaire U fois V fois moins 2 est forcément égal à 0. Alors on l'a vu précédemment, on peut se servir du produit scalaire pour définir l'équation d'une droite en dimension 2. J'appelle ici l'équation de droite généralisée l'équation suivante. Si on a un vecteur OM de coordonnées x, y et n un vecteur, disons constant, de coordonnées ici pour l'exemple 3 et 2, l'équation de droite généralisée qu'on obtient est produit scalaire nul signifie que le point M appartient à la droite d'équation 0 égale 3x plus 2y. Cette droite passe par l'origine, parce que le produit scalaire est nul, et cette droite est normale au vecteur n de coordonnées 3 et 2. On appelle cette équation de droite généralisée car elle permet d'exprimer n'importe quelle droite du plan, contrairement à l'équation classique du type y égale ax plus b, où les droites verticales, donc de pente infinie, ne peuvent pas être exprimées. En dimension 3, lorsqu'on définit un tel produit scalaire, l'équation obtenue est l'équation d'un plan. En dimension supérieure, l'équation obtenue est l'équation d'un hyperplan, c'est-à-dire d'un sous-espace de dimension n-1 où n est la dimension des vecteurs. Alors rappelons maintenant la relation entre les angles et le produit scalaire. La propriété suivante que l'on obtient est que si on note alpha l'angle entre les vecteurs x et y, le produit scalaire de x et y s'écrit comme le cosinus de cet angle fois le produit des normes des vecteurs x et y. Alors ce résultat il est immédiat à démontrer si on utilise le théorème d'Al-Kashi. Donc dans le plan, formé par deux vecteurs ici notés u et v, et illustrés par ce dessin, on note alpha l'angle entre u et v. Le théorème d'Al-Kashi nous dit que l'hypoténuse de ce triangle a une longueur au carré, c'est-à-dire la norme de v moins u au carré, qui est égale à la norme de u au carré plus la norme de v au carré moins 2 fois le cosinus de l'angle fois le produit des longueurs u et v. Par identification, on a immédiatement que le produit scalaire u fois v correspond au produit des longueurs fois le cosinus de l'angle, simplement en développant le produit scalaire comme on l'a fait dans la démonstration précédente. On peut faire une autre démonstration de ce résultat en regardant le cercle trigonométrique. En deux dimensions, deux vecteurs u et v, lorsqu'ils sont normalisés, c'est-à-dire en les divisant par leur norme, appartiennent au cercle trigonométrique. Ils peuvent donc s'écrire sous la forme suivante. Pour le vecteur u, on va noter cosinus A et sinus A, et pour le vecteur v normalisé, on va noter cosinus B, sinus B, où A et B correspondent à l'angle formé par ces vecteurs normalisés, u et v, par rapport à l'axe des abscisses. On note toujours alpha l'angle entre ces vecteurs normalisés u et v. Donc si on calcule le produit scalaire, on obtient la formule suivante. U divisé par sa norme, produit scalaire avec v divisé par sa norme, c'est cosinus de A fois cosinus de B plus sinus de A fois sinus de B. Si on utilise les règles de la trigonométrie, cette somme de produits est égale au cosinus de A moins B. Et A moins B correspond justement à l'angle alpha. Alors une autre remarque, c'est que ce cosinus, en fait, c'est un terme qu'on retrouve en statistique, ça correspond au coefficient de corrélation entre les variables aléatoires centrées U et V. Maintenant, en utilisant la norme
et la relation de Schall qu'on a vue en début de cette présentation, on peut maintenant exprimer la distance euclidienne entre deux points, soit deux points A et B en dimension n. La distance entre A et B, c'est la norme du vecteur AB, et ce vecteur AB, je rappelle que c'est la différence entre le vecteur B et le vecteur A, ou le vecteur OB et le vecteur OA. Donc on peut écrire cette distance comme la racine carrée de la somme de i allant de 1 à n de la différence entre les coordonnées bi moins ai au carré. En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on peut démontrer que la distance entre A et B est plus petite ou égale à la somme des distances de A à C et de C à B. Alors voici un premier exemple. Soit deux points A et B de coordonnées respectives 3 et 1 pour A et 1 et 4 pour B, dans le repère cartésien OXY. La distance entre A et B est définie comme la norme du vecteur AB ou du vecteur BA. Donc si je calcule le vecteur BA, j'obtiens le vecteur de coordonnées 3 moins 1 et 1 moins 4. Donc la distance est écrite comme la racine carrée de 3 moins 1 au carré plus 1 moins 4 au carré. Ça donne racine de 13. Si maintenant je prends deux vecteurs U et V, U est de coordonnées 1 et 1 tiers, V de coordonnées 1 quart et 1, la distance entre les vecteurs U et V correspond à la norme du vecteur U moins V. Et ça donne le résultat suivant. Une autre application du produit scalaire et de la norme, c'est le calcul de distance d'un point à une droite ou du calcul de projection orthogonale. La distance minimale d'un point à une droite est obtenue en faisant la projection orthogonale du point sur ce droite et en calculant la distance obtenue. Donc ici, soit un point M de coordonnées xy et une droite D d'équation caractérisée par le vecteur normal n de coordonnées AB. Donc tout point appartenant à cette droite, comme le point P ici, vérifie l'équation AXP plus BYP est égal à C, où C est différent de 0 si la droite ne passe pas par l'origine. La distance entre un point M de coordonnées XY et cette droite est obtenue avec la relation suivante. D, la distance, est égale à la valeur absolue du produit scalaire entre PM et le vecteur n, le tout divisé par la norme du vecteur n. Pour faire ce calcul de distance, n'importe quel point P de la droite peut être utilisé, puisque dans le calcul du produit scalaire, seule la composante perpendiculaire à D est utilisée pour le calcul de la distance. On peut réutiliser cette formule pour calculer la distance à un plan. Pour terminer, quelques applications. La première, comme on l'a déjà vu, c'est que l'ensemble des lieux à une distance constante d'un point, comme ici le point C, nous donne l'équation d'un cercle. En effet, la distance d'un point C à un point M est la norme du vecteur Cm. Si je mets cette norme au carré, j'obtiens l'équation suivante. X moins xc au carré plus y moins yc au carré est égal au rayon au carré. Si maintenant je m'intéresse à la construction suivante, soit f et f' deux points fixes, j'aurai l'ensemble des points M tels que la distance fm plus f'm est constante. Imaginez par exemple planter deux piquets dans le sol avec une corde qui les relie, mais lâche, et vous regardez l'ensemble des points que vous pouvez atteindre avec cette corde non tendue.
après divers calculs, pour simplifier cette expression, on peut montrer que l'équation obtenue est celle d'une ellipse qui s'écrit comme suit: x sur a au carré plus y sur b au carré est égal à 1. Et a et b sont deux constantes qui caractérisent la longueur de l'ellipse suivant deux axes orthogonaux. A est le plus grand rayon et b est le plus petit rayon.